Roman fleuve de Philibert Hume, note de l'éditeur et chapitre 1. Note de l'éditeur. Ce périple, 3 jeunes gens l'ont réellement entrepris, au mépris du danger, au péril de leur vie et malgré les supplications de leurs familles respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un peu pour passer le temps. Il en résulte ce récit d'aventure avec de l'action à l'intérieur et aussi des temps calmes et du passé simple. Hormis 2 ou 3 passages inquiétants, le suspense y est supportable et l'œuvre reste accessible au public poitrinaire. À noter la présence de nombreux adverbes, un millier environ. Pour plus de commodité dans la lecture, des gravures ont été réalisées au burin par l'artiste, Monsieur Arthur Capmas, médaille d'or du Salon des Beaux-Arts. L'éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne manquera pas d'instiller dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées d'écrans et pourries à la moelle. Cette aventure a été réalisée par des professionnels. N'essayez pas de la reproduire chez vous. Chapitre 1. Typologie du genre humain. L'aventurier contre tout chacal. Il existe 2 catégories d'individus. Ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas. Les aventuriers et les autres. Me concernant, j'appartiens à la première catégorie. Les aventuriers vivent une vie trépidante et portent des gilets à poche. Ils courent le monde, gravissent des sommets, tombent dans des crevasses, s'écorchent les genoux. Quand ils rentrent à la maison, ils racontent leur aventure en enjolivant à peine, parce que c'est bien joli de ficher le camp aux 500 diables si on ne peut pas en parler au retour, ça ne sert à rien. Quand l'entourage a suffisamment soupé du récit des aventures, il est temps de repartir. Telle est la destinée des aventuriers. C'est à ce prix seulement, qu'ils font rêver les enfants, dont 1 sur 10 000 environ deviendra aventurier à son tour. Les autres seront commissaires de police, fonctionnaires des postes, épiciers, assureurs, vendeurs de cigarettes électroniques, bid managers, scrum masters ou chief happiness officer, comme tout un chacun. On entoure les aventuriers d'un certain prestige, et c'est pourquoi les autres, c'est-à-dire les individus non aventuriers, ne les aiment pas beaucoup. Ils disent que les aventuriers se vantent. Nous ne nous vantons pas. Nous enchantons le monde en l'honorant de notre visite et portons à la connaissance d'autrui le merveilleux des confins par le récit époustouflant de nos folles tribulations. Aussi, il arrive que nous passions à la télévision. Sur des plateaux climatisés, devant des animateurs aux dents trop blanches pour être honnêtes, nous célébrons les joies de la vie au grand air. À ces fins, j'ai moi-même entrepris d'étaler sur 270 pages, au passé simple et à l'imparfait, le récit de mon aventure. Les événements que je m'apprête à raconter se sont déroulés comme suit, il y a quelques années de cela. Je dis quelques années par effet de style, mais je sais fort bien qu'ils eurent lieu à l'été 2018. J'avais 26 ans et laisserai dire, si ça vous amuse, que c'est le plus bel âge de la vie. C'était l'été donc, un été de canicule. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il faisait chaud. Un matin, c'était un lundi je crois, je longeais les quais de Seine pour me rendre dans une boutique de modélisme ferroviaire, quand, soudain, me vint cette réflexion, que d'eau, que d'eau. Puis, je pensais à autre chose, mon esprit est si libre. Un quart d'heure plus tard, j'y revins, vraiment, ça en fait de l'eau, et qui coule jour et nuit. D'où vient cette eau? Où va-t-elle? Sans doute à la mer. Comme il serait plaisant d'aller le vérifier, d'en descendre le cours jusqu'à l'estuaire. Cela ferait une sacrée aventure, n'est-ce pas? Personne ne répondit car j'étais seul. En ce temps-là, je débutais dans le métier d'aventurier professionnel. J'en étais encore à croire qu'il me faudrait cueillir des baies sur la rive et vivre du produit de la pêche. Je m'imaginais chasseur-cueilleur, glaneur, baroudeur, à la mode d'autrefois. De nos jours, les aventuriers ne traquent plus le gibier pour manger, ni ne se nourrissent de racines. Comme tout le monde,
nous scannons sous blister aux caisses automatiques. Qui va à la chasse perd sa place, qui va chez Auchan la reprend. Je commençais par m'attacher les services d'un autre aventurier. Partir à l'aventure seul est une entreprise hasardeuse. On n'est jamais trop de deux s'il arrive un malheur. Et puis, ça fait le temps moins long. Et puis, on se sent moins seul. Quelqu'un est là pour vous écouter, raconter vos souvenirs autour du feu et le cas échéant, il peut porter les sacs. Je m'ouvris l'après-midi même du projet de descendre la Seine à mon ami Samuel Adrien. Adrien est un bon garçon, avec 2 bras solides et de la conversation. Lui aussi est aventurier depuis peu. Il était précédemment cagneux, candidat malheureux au concours de l'école normale supérieure, puis employé des pompes funèbres. J'y reviendrai. En voilà une idée, dit Adrien. Quand partons-nous ? Je fus pris de court, je n'avais pas réfléchi à la question, et quand je ne réfléchis pas, j'ai tendance à me précipiter. Fais ta valise et tiens ta langue, lançai-je, d'une voix éclatante. Nous partons vendredi en 8. Quelques heures plus tard, je retrouvai François Vaquet au bar tabac L'Étincelle, rue Saint-Sébastien, à Paris. Vaquet n'est pas un aventurier en tant que tel. Il a pu lui arriver de brûler des feux rouges à vélo, et, par 2 fois, il a gravi la dune du Pilat. Mais d'une manière générale, la prise de risque n'est pas son fort, et Vaquet voyage aussi mal que le maroilles. Volontiers pleutre et résolument réfractaire à l'exercice physique, il serait plutôt ce qu'on appelle une tête bien faite. Je ne parle pas là de l'enveloppe, mais plutôt de ce qu'elle contient. Vaquet étudie le droit romain à la Sorbonne. De ce fait, il parle couramment latin et peut sans mal comprendre le grec ancien. Cela allait s'avérer, pour la suite de notre aventure, de la plus grande inutilité. Sais-tu où nous allons, Adrien et moi, lui dis-je en ménageant mon effet. À la mer, à la rame, répondit-il heureux de me couper le chic sous le pied. Adrien m'a prévenu tout à l'heure. C'est une bien mauvaise idée. D'ailleurs, je n'irai pas. De quel droit se croyait-il invité ? S'il n'allait pas, c'est d'abord parce que je ne lui proposais pas. Et c'est ensuite parce que je l'en savais d'avance incapable. Vaquet est un universitaire. Les universitaires ne vont pas à la mer à la rame. Ils prennent le métro aux heures de pointe, cela leur suffit bien. Mais c'est une manie chez Vaquet. On s'ouvre d'un projet, on lui montre nos plans, il se figure qu'on lui tient la portière. Pas si mauvaise idée, répliquai-je sèchement, et je payai ma tournée pour lui faire voir combien ces petits jugements à l'emporte-pièce me passent bien au-dessus de la tête. 2 bocs plus tard, Vaquet commençait déjà de trouver l'idée moins mauvaise. Au 3e boc, il était près de la trouver bonne, et au 4e boc, il consentit à nous accompagner. Je ne lui avais toujours pas proposé. Grand fou, dit-il, en me tapant familièrement dans le dos. Tu as gagné, je pars avec vous, ce sera l'aventure. Que savait-il de l'aventure, lui qui n'avait jamais passé le périphérique, sauf pour se rendre en vacances au Moulot ou dans le Morbihan. Je réglai l'addition. Le recrutement de Vaquet m'avait coûté 4 tournées. Avec le recul, je considère que c'était le prix.